Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette 8e édition déjà de MLS Franco. 3e semaine en MLS et lentement, on commence donc à avoir un échantillon un peu plus représentatif, je dirais, et plus respectable pour analyser et poser un peu le portrait de la situation donc à travers la MLS. Arius, les 5 clubs qui évoluent en CONCACAF sont peut-être pas encore tout à fait au niveau et c'est comprenable. Mais sinon, il y a quand même des belles observations à faire là, en début de saison. Vraiment. Et puis, bonsoir les auditeurs en passant. Et puis, bonsoir Richard. Bonsoir, et Arius. puis, oui, tu amènes un super bon point. Écoute, puis on voit en ce moment aussi, il se consacre vraiment pour le CONCACAF. Et puis, en saison, on a vu un Team Buzz aujourd'hui. Un Team Buzz qui s'est fait pas déclasser, mais qui ont quand même eu Ils sont fait bûcher. Ouais, c'est ça. Ils se sont fait bûcher. Un match difficile. Donc, parce que, en fait, avec leur profondeur, ils vont chercher leur profondeur. Ils jouent avec leurs joueurs un peu 17e, 18e, 19e pour que les joueurs de premier plan se reposent pour le match CONCACAF à venir. Parce que je pense que cette année, vraiment, les équipes de la MLS veulent se rendre au Assez point loin. et puis assez loin. Oui, assez loin. Richard, pas facile les équipes en CONCACAF? Non, pas du tout. Si tu regardes dans l'ensemble du tournoi, tu vois que les équipes, le niveau est assez équilibré, comme le match entre Vraiment. Toronto FC avec le Cruz Azul, c'était un petit peu plus compliqué au niveau des Torontois, mais n'empêche que les Torontois ont quand même montré beaucoup de profondeur et beaucoup de caractère pour essayer de revenir, même si c'est un peu plus compliqué. Tu regardes aussi du côté de Atlanta contre Philadelphie. Moi, j'ai trouvé que ce match-là était vraiment enlevant parce que ça ressemblait plus à une ambiance de séries éliminatoires. Côté de la MLS, c'était un match très, très enlevant, très excitant de la part des deux équipes. Donc, dans l'ensemble, les équipes sont pas mal au même niveau. C'est sûr qu'il va falloir faire tourner un peu l'effectif, mais dans l'ensemble, ça a été vraiment une belle semaine pour les équipes en MLS. Richard, d'après moi, le match de la semaine en MLS, on peut pas vraiment l'analyser parce qu'il n'est pas encore joué. Saunders de Seattle face au LA Galaxy. Je me trompe ou c'est le match de la semaine? Ouais, moi, je pense que ça va être un match chaudement disputé de la part des deux équipes. Déjà là que du côté des Seattle Sounders, on va avoir le retour de Nicolas Lodero qui a été blessé. Puis je pense que ça va faire énormément du bien à une équipe qui est déjà bien nantie offensivement avec Rui Diaz et Will Brown. Du côté du LA Galaxy, ça va être de continuer sur cette marge de progression avec Chicharito qui est en forme en ce moment. Je pense que c'est une question de profondeur également parce que même si du côté du LA Galaxy, on se fie beaucoup sur les exploits de Chicharito et même de certains joueurs, dont Victor Vasquez, je crois que la profondeur de cette équipe-là et la défense, surtout avec Nick Dupuis, qui commence à prendre un peu plus de galons, si on veut. Je pense que c'est important pour eux de comme bien stabiliser la défense pour essayer de contrer les attaques offensives des Sounders. Chers auditeurs, on va vous laisser arriver et si jamais vous écoutez le podcast via Twitter ou encore via notre plateforme Facebook, je vous invite à nous rejoindre plutôt bbnmedia.com dans la section podcast. Vous trouverez le lien pour vous rendre sur MLS Franco. Je viens de le partager à l'instant sur les deux plateformes. À partir de maintenant, c'est donc votre destination à privilégier pour ne rien manquer de notre fabuleux podcast. Et encore une fois, ce soir, on va faire le tour de toutes les rencontres de la MLS avec les highlights, avec l'analyse des matchs qui avaient lieu ce week-end. On va partir ça d'ailleurs à l'instant parce qu'il y avait quand même beaucoup de matchs. Red Bull qui l'emporte 2-0 sur le Fire de Chicago. Après une première demi tranquille, le Red Bull qui ouvre la marque finalement à la début, je vais dire comme ça, début de seconde demi. Seconde demi, exact. Et après ça, donc à la 73e, Caden Clark qui pourrait être en lice pour le but de la semaine. Je pense que clairement, c'était... Un but de Karate Kid. C'était tout un but et on va aller s'en régaler de toute façon dans quelques instants. Alors, Arius, c'était un bon match pour partir la semaine quand même.
Un très bon match pour partir la semaine. On a vu les jeunes de Red Bull, un des équipes les plus jeunes de la ligue, moyenne de 23 ans, très rapide, très vif, très dynamique au niveau du terrain, très agressif à la récupération du ballon. Ils n'ont pas laissé le temps vraiment à Chicago de jouer. Et puis, on voyait que la défensive qui revenait très rapidement, ça c'est un exemple parfait. Et puis, qui empêchait l'adversaire de rentrer dans la boîte. Et puis, encore une fois, c'est une équipe qui ressemble un peu à New England Revolution, très linéaire, ça joue beaucoup dans le centre du terrain et puis à la récupération du ballon, ils sont très rapides à la contre-attaque. Puis aujourd'hui, ça a été très effectif contre Chicago. Et puis, une belle victoire de 2-0. Et puis, on a vu un Clark, comme tu l'as bien mentionné au début, avec un super but, comme j'ai dit, à la Karate Kid, et puis qui pourrait être dans les mentions de la semaine. Si je regarde justement les buts de la semaine, je demandais aux auditeurs, le but de la semaine, c'est Caden Clark ou Nani. Clark domine à 69%. Bon choix, ça. Mais on devrait le voir dans quelques instants. Toute une flèche, Richard, de Caden Clark. Ouais, vraiment, ça démontre à quel point ce jeune homme de 19 ans, je crois, a les atouts pour aller en Europe. C'est pas pour rien que le Leipzig est allé le chercher. Mais ce que j'ai retenu de cette rencontre, ça a été surtout l'aspect offensif des Red Bulls, justement. Ça a été un peu plus une lacune durant les débuts de la saison. Mais le joueur qui m'a plus étonné, ça a été Fabio, l'attaquant de pointe des Red Bulls. J'ai beaucoup aimé son apport offensif, comme quoi ça pouvait être quelqu'un qui pouvait lier soit le milieu de terrain avec les ailiers, justement. Et dans le but de Caden Clark, le Karate Kid, on a pu voir que Fabio était celui qui allait transmettre le ballon justement à Clark. Donc, pour ce match-ci, c'est sûr que ça a été très, très concluant de la part de Struber et ses hommes. Mais je pense que Chicago, encore une fois, ça va être un peu plus compliqué cette saison, vu qu'il n'y a pas vraiment de profondeur. C'est une équipe qui est très, très jeune. Je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Donc, ça va être une question de progression et de beaucoup d'expérience, encore une fois, selon eux, pour eux. Mais encore là, je pense que Red Bulls, c'est que positif, en fait, pour eux. Et Red Bull, Arius, se sont imposés. Plus le match a avancé, plus ils se sont imposés. Je regarde ça, là, 10 tirs en deuxième demi. Il y en avait 4 en première. C'est de l'excellent travail là, pour les Red Bull. L'excellent travail. Et puis, je pense qu'une équipe qui est vraiment basée sur ça, à la récupération, rapidement au milieu de terrain, et puis on contre-attaque rapidement sur les ailes, et puis on essaie de rentrer. Et puis, on a vu que ce qu'ils font souvent, c'est que dans le langage du typique MLS, c'est crash the box. Puis ils crash beaucoup de box. Et puis, tu vois, ils sont 2, 3, 4, plusieurs dans la boîte pour les premiers, deuxièmes ballons. Et puis, ils sont très physiques sur les premiers ballons aussi. Donc, Chicago, je pense que, comme Richard l'a si bien dit, ben, c'est une équipe très jeune. Et puis, aujourd'hui, je pense physiquement, ils se sont fait battre un peu sur presque tous les ballons. Et puis, qui a donné un momentum énorme sur le match. C'est clair. C'est clairement ça qui s'est passé. Real Salt Lake et Sporting Kansas City. Pulido qui ouvre en 15e minute, mais si je regarde, moi, ce que je retiens de cette rencontre-là, là, c'est la défensive du Sporting Kansas City qui a été très, très, très difficile dans cette rencontre-là. Et je vais arrêter au fur et à mesure les gars qu'on va avancer le match. Mais là, c'est Pulido donc qui a inscrit le premier but du match. Ça regardait bien pour le Sporting à ce moment-là, mais là, c'était la débandade après ça. Et Real Salt Lake a mis 3 buts. Mais défensivement, ça a été atroce pour Minnesota dans cette rencontre-là. En tout cas, sur les 3 buts, je pense que la défensive dormait et ça ne sera pas très long, là, ça va finir par arriver, mais ça n'a pas été un match facile. Mais sur le but de Pulido, quel but, oui. GF, mais quel but, parce que ici, le geste...
Vas-y. OK, vas-y. Mais je vais arrêter là. Ici, on voit une ligne donc de 5 défenseurs complètement. Le numéro 2 ici à gauche, là, il est complètement dans le champ parce que vous allez voir, là, il va quitter sa position et les deux joueurs de Real Salt Lake vont s'interverser puis il ne comprendra même pas, il ne le verra pas. Allez, regarde les deux joueurs. Mais les 5 défenseurs regardaient le ballon. Le joueur qui marque, là, il est complètement quitté. Fait que c'était... Très bon point, Jeff. Très bon point, parce que les 5 défenseurs regardaient complètement le ballon, puis on a oublié les joueurs. On a oublié les joueurs dans le jeu. On a 5 joueurs, puis là, le Real Salt Lake, il est tout seul, il rentre. Ouais, puis le défenseur qui faisait la couverture se demande, il est rendu où mon joueur? C'était pas lui tantôt, mais c'est ça. Donc, puis les 3 buts de Real Salt Lake, on peut observer quand même là, un peu sensiblement le même portrait défensivement, donc ça n'a pas été une bonne chose. Tu disais, Arius, pour le but de Pulido? Ah non, sur le but de Pulido, je penserais que Richard va être peut-être d'accord avec moi. Kansas City avait bien commencé le match. Quel beau but! Parce que toute l'action a été faite sur Osorio, puis Osorio qui a laissé passer le ballon. Et puis, c'est pas Osorio. Bouzio, excuse-moi. Bouzio a laissé passer le ballon. Et puis, Pulido s'est complètement se retrouvé tout seul. Et puis, pour finir dans les buts. Mais pour revenir au point que tu as amené, depuis le début de la saison, effectivement, Richard va être d'accord avec ça aussi, je pense, que c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à s'organiser défensivement et puis on le voit qu'ils ont de la difficulté aussi à gagner des matchs. C'est ça, ici, là, on a le joueur qui est complètement seul. Regardez, il n'y a aucune pression. On le voit un petit peu mieux sur cette reprise-là, là. Mais lui qui court en arrière ici, là, tu sais, gars, il arrête complètement de courir. Ouais. Mais ce genre de match-là, ça peut être des matchs pièges parce qu'on s'entend que Sporting KC, sur papier, c'est une équipe qui est supérieure à Salt Lake City, mais n'empêche que jouer avec l'attitude, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs de Kansas City. Ouais. Donc, ça peut être un facteur qui peut être tenu en compte. Mais c'est sûr qu'avec des joueurs comme Polio, même Krelak qui a été excellent, même Rubio qui a marqué 2 buts, je crois, devant ses parents, ce qui est la première fois de sa carrière. Ça a été un match plutôt décisif, puis ça peut être un match aussi piège parce que, comme je l'ai mentionné, sur papier, c'est un peu plus compliqué. Puis ça peut être un match traite parce qu'on s'entend que Sporting KC, c'est une des équipes fortes de la Ligue et on s'attend à ce qu'ils aillent vraiment loin durant la saison. Mais ça démontre à quel point la Ligue est très, très bonne. Mais également qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, justement, et la qualité a été présente. Oui, complètement. Beau but, ça. Ici, là, c'est ça, les deux défenseurs, là, il y en a un qui bouge tout simplement pas. Puis le premier, là, à un moment donné, je le regardais, puis là, je me disais, il va attaquer, il va aller chercher le ballon. Mais non, il recule avec le joueur, il recule. Mais il va jamais le cadrer. Donc, à un moment donné, il s'est jeté et le mal était fait. 1 contre 4. 1 contre 4. Et puis, complètement. Puis regarde, il va jamais le cadrer. Ils font juste regarder. Ouais. Puis là, pouf, il endort les deux et c'était réglé 3-1 pour Real Salt Lake. Donc, c'est sûr qu'on va travailler sur la défensive cette semaine. Je pense que oui. Du côté du Sporting, on va en avoir besoin. C'est certain. Un autre match. Et puis Rubio, celui qui a marqué, c'était son premier match en plus avec Salt Lake. Et puis, quelle belle entrée avec 2 beaux buts. Et puis, il va être dans les joueurs de la semaine, je crois. Ah, c'est définitif. Un match qu'on surveillait, bien sûr, c'est Montréal face à le crew de Columbus. Un match qui était prenable avec Columbus amoché. Je suis encore mitigé, mais sincèrement, je pense que je suis un peu déçu de la tournure de cette rencontre-là. Je pense que Montréal aurait dû aller chercher les 3 points. Personnellement, l'observation que j'en fais, c'est que Hurtado et Kyoto ont 2 profils trop semblables pour pouvoir évoluer ensemble sur le terrain. Donc, j'ai vu un Kyoto puis un Hurtado qui jouait exactement pareil. Donc,
il n'y avait pas de complémentarité entre les deux joueurs. Kyoto, fâché tout au long de la rencontre, a boudé à peu près sur toutes les actions de son équipe. Donc, je pense qu'Hurtado n'est pas un joueur de 90 minutes. Personnellement, je le vois comme un super sub, mais hier, avec l'effort qu'il a mis dans un match pas facile à la chaleur, on l'a vu, je pense que je l'aurais gardé sur le terrain et j'aurais sorti Kyoto dans le match. Sinon, quelle belle entrée de Hamdi en cours de rencontre. Franchement, c'était mais pas... Là, Wilfried va se ramasser avec un beau problème sur ses épaules parce que qu'est-ce qu'on fait avec Samuel Piette? Parce que là, on a Piette, Saïdic, on a Wanyama et Hamdi. On ne pourra pas jouer à 4 milieux, mais je pense que Hamdi a prouvé à son entraîneur qu'il mérite un départ. Je pense que tu n'as quasiment pas le choix de laisser Samuel Piette sur le banc pour un deuxième match d'affilée, là. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes avec Hamdi parce que c'est sûr que venant d'un pays égyptien, de l'Égypte, justement, c'est un peu plus compliqué. Puis la mentalité est totalement différente. Donc, ça va prendre une question d'adaptation du côté de Hamdi. Mais n'empêche qu'on a vu des beaux moments offensifs de sa part. Même quand il essaie de casser les lignes, justement, qu'une passe, c'était toujours. Il n'y avait que du positif pour aller chercher, mais l'attaquant n'arrivait pas à conclure. Mais je pense que c'est un beau problème, comme tu as dit, parce que avec Samuel Piette, qui n'a pas beaucoup. Qui est un petit peu lent comparé à Sejdic. Puis Sejdic, justement, quelqu'un qui est très offensif comparé à Piette. Ça amène beaucoup de qualité puis ça amène beaucoup de profondeur à cette équipe. Mais je partage le même avis comme quoi on aurait dû remporter ce match-là parce que le Crew, ça a été un match plutôt difficile contre Monterrey, surtout un match plutôt émotionnel de la part du Crew. Et je pense que déjà là, avec les absents, justement, du Crew avec Zardes qui aurait pu faire mal à la défense montréalaise, on se compte un peu plus chanceux parce que si ce gars-là était là, ça aurait été un peu plus difficile pour nous. Et JF, est-ce que vous savez pourquoi que Samuel Piette n'a pas commencé? Ben, on parle d'une légère blessure, mais c'était rien de trop sérieux, donc je pense qu'on voulait juste pas prendre de chance dans son cas. Mais en tout cas, mais j'ai été surpris. Sincèrement, j'ai été surpris du line-up parce qu'on n'avait pas fait aucun appel. C'est vers là que j'allais. C'est ça, on n'a pas fait aucun appel du côté du CF Montréal dans toutes les disponibilités médias qu'on a eues cette semaine. Aucun appel vers des possibles blessures ou quelque chose. Et là, on se ramasse avec Mason Toy qui est ni dans l'alignement, ni sur le 11, ni sur le 18. On a également Zoran Basson qui était complètement absent. Ouais. Et Samuel Piette, alors c'est ça, on n'avait pas eu aucune mention à cet effet sur tout ça, donc c'est pas évident. C'était pas évident. Écoute, il y a des joueurs qui ont eu la possibilité de jouer et qui se sont prouvés, et puis c'est ça le foot. Dans le langage du foot, quand tu as la possibilité de jouer parce qu'un joueur s'est blessé ou un joueur ne joue pas bien et puis un autre arrive, il rentre et puis il a la possibilité de gagner sa place sur le 11, c'est ça la compétition dans le foot niveau professionnel. Et puis pour revenir à Hamdi, oui, moi je crois qu'il a prouvé qu'il pouvait avoir sa place dans le 11 parce qu'il amène quelque chose de différent offensivement parlant. Très vif, balle au pied, et puis je pense que lui puis Mihajlovic peut trouver une combinaison très rapide à l'offensive pour pouvoir amener un peu plus de créativité à la phase finale. Tu sais, on en a discuté, JF, à la dernière fois, que je trouvais que Montréal, c'était une équipe en ce moment qui a une identité que on récupère le ballon, puis si on a la chance de contre-attaquer rapidement, on va faire mal à l'adversaire. Mais en ce moment, on a la difficulté de trouver la dernière passe à la phase finale pour pouvoir finir au but puis aller chercher des matchs. Puis on l'a vu, c'est un match qui était clair prenable. Que c'était au niveau de la finition qu'on avait de la misère pour finir le match. Et puis, tu as amené un très bon point avec Kyoto et Hurtado. Kyoto et Hurtado, deux styles, je pourrais dire, similaires. Tu as bien dit, deux styles similaires. Et puis, je pense qu'il aurait pu porter fruit parce que c'est deux joueurs qui aiment porter le ballon, qui aiment challenger les défenseurs un contre un. Mais à certains moments, je pense qu'il manquait un peu de communication sur le jeu.
qui fait qu'il n'y avait pas autant de chimie pour trouver la solution pour marquer au but. Parce que tu as vu quand Hurtado a marqué son but, justement, tu as parlé de l'attitude, du comportement de Kyoto. Mais Kyoto était pas content. C'est comme s'il a voulu c'est comme s'il voulait que la passe soit faite dans la boîte. Ben, dans la boîte, quand tu es un attaquant, ben, tu as la chance de frapper au but, il faut frapper au but. Et puis, j'ai trouvé l'impact en général était. Ben, je pense que le fait qu'il manquait Samuel Piette et Toy a enlevé un peu de chimie dans l'alignement. Et puis, rien à enlever à Cedric. Et puis encore là, le débat, je pense qu'il y a même un de mes amis qui est parti un débat aussi, qui était est-ce qu'on pense que Samuel Piette a sa place? Tu as posé la question aussi. Est-ce qu'il a encore sa place sur le 11 partant? Je pense qu'il y a des matchs oui, il y a des matchs non. Ça dépend de l'adversaire à qui qu'on fait face. Exactement. Mais l'expérience qu'il amène, l'expérience qu'il a, je pense que c'est important que Samuel Piette soit encore dans l'alignement partant du CF de Montréal. Hurtado, il ne sera jamais le gagnant des jeux techniques. Hein? Non. non, mais n'empêche qu'il y a quand même des bons atouts, surtout avec sa vitesse, puis il peut aller provoquer les fois en un contre un. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont capables de faire ça, donc juste le fait de l'avoir avec nous, c'est un plus. Donc, Richard, c'est sûr que Columbus est présentement en CONCACAF. Ils doivent garder des énergies. Mais si tu es Caleb Porter, est-ce que tu te remets en question après 2 matchs MLS, aucun but sur la feuille de pointage? Non. Franchement, non. Non, pas de stress parce que tu connais c'est sûr que dans le football, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est sûr qu'avec le calendrier qui est très chargé, les joueurs qui sont un peu plus fatigués, le voyagement, ça, c'est beaucoup de facteurs qui amènent à ce que les joueurs soient un peu plus fatigués. Donc, je pense que remettre en question les compétences de Porter, pour ce match-ci, ça vaut pas la peine, mais je m'attends à ce que le crew rebondisse, c'est sûr, parce qu'ils ont fait tourner leur effectif, justement, pour se préparer contre Monterrey, qui s'annonce un match plutôt excitant, puis un match plutôt difficile contre là-bas déjà. Donc, il n'y a pas de stress à se faire. Je pense que oui. Houston affrontait LAFC et Maxi Urruti est redevenu le bon vieux passager qu'on a connu à Montréal. Je l'avais dit en plus. Je l'avais dit. Il n'a pas été une menace. Richard, tu l'avais dit, Richard. Ouais, il n'a clairement pas été une menace dans cette rencontre-là. Il a fait du chemin sur le terrain, mais c'est baladé. Et donc, ça fait un match verdict nul 1-1. J'aurais vu, en tout cas, un meilleur sort pour LAFC dans cette rencontre-là, mais regarde, on l'a vu, Maxi Urruti qui vient de manquer. Mais le but est ouvert, tu pouvais pas. Il fallait juste qu'il le croise un peu plus, puis il l'avait. Je sais qu'on est seulement dans la 3e semaine, GF, mais je suis en train de voir des équipes qui pourraient surprendre. Et un Houston, un Real Salt Lake pourrait surprendre parce que jusqu'à présent, c'est des équipes qui se battent. Ouais. Puis ils se battent contre les grands. Et puis aujourd'hui, LAFC n'a pas réussi à déclasser Houston. Houston est quand même allé chercher, après avoir tiré de l'arrière, ils sont quand même allé chercher un point. Donc, on voit que c'est une équipe que les 11, les 12e, les 13e joueurs, tout le monde est là pour se battre. Puis quand je parle de se battre, puis si on va revoir sur le but, le tac pour avoir gagné ce ballon-là et pour jouer la contre-attaque rapide pour aller chercher le but gagnant. Mais dans la MLS, quand on parle de physique, ça, c'est ces genres de malheureusement, on n'a pas revu l'attaque. Peut-être qu'on va le revoir encore juste. On vient de le manquer. On vient de le manquer, mais Houston, c'est une équipe qui se bat et puis qui va aller chercher des points jusqu'à la fin de l'année, je crois. Ouais, c'est ça. Vas-y, Richard. Ah oui, mais juste pour suivre concernant le LFC, c'est sûr qu'avec Rossi qui est revenu de blessure, je m'attends à ce que le LFC regagne un peu plus ses automatismes parce que c'est sûr que Carlos Vela n'est pas là. Le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais n'empêche que les joueurs le noyau est resté le même avec Kai, Atuesta et même Blessing.
qui est un excellent milieu de terrain. Mais c'est sûr que ces trois-là ensemble amènent beaucoup de profondeur, mais je pense qu'il manque un peu plus de. Il manque une petite étincelle au niveau offensif, mais je pense que c'est avec Carlos Vela, justement, qu'ils vont aller chercher cette étincelle manquante parce que le LAFC, on sait très bien que c'est une équipe qui est très bien rodée défensivement et offensivement. Même au niveau des buts, c'est un très bon gardien qui vient juste de commencer. Donc, il n'y a pas de stress à se faire rendu là, mais je pense que ça va prendre un certain temps avant que les automatismes s'allument et que le LAFC puisse regagner des points. Pas là-dessus, hein, regarde, parce que si tu regardes, Richard, regarde les 4 défenseurs qui sont pris dans le coin, là, ils perdent la balle, boum. Et Ouais, puis. et là, c'est le tac. Et là, ils se font prendre. Ah oui, là, ils se font prendre parce que tout le monde était désorganisé. Ouais, c'est une erreur tactique, mais ça arrive aussi à n'importe qui. Là. Ouais, ben oui, c'est sûr, ça arrive. Ça arrive à tout. Mais donc, c'est ça. Somme toute, c'était quand même un bon match. Mais Revs, mon équipe, l'équipe que je pense qui va surprendre cette saison, affrontait Atlanta. Je pense que oui. Et c'était quand même un bon match. On a ouvert tôt dans cette rencontre-là, mais une rencontre qui se finit 2-1 sur 2 penalties finalement. C'est un match spécial. Mais les Revs ont eu le dessus quand même. Ouais, dans l'ensemble du match, on a vu que les Revs avaient beaucoup de possession du ballon, même si le Atlanta United avait quand même beaucoup d'apports offensifs avec Moreno et même Barco qui s'est quand même réveillé durant la deuxième mi-temps. Dans l'ensemble, tu as pu voir que Carles Gil, c'était vraiment le joueur qui pouvait mener l'offensive du côté des Revs, amener beaucoup de profondeur avec Buxa, justement, même avec Tejan Buchanan qui a eu quelques moments Buchanan. Et justement, on a pu voir cette touche de balle de Carles Gil, à quel point ce gars-là est très technique et aussi très, très bon. Un des milieux offensifs les plus estimés de cette ligue, selon moi. Ouais. Et je crois que, justement, le fait de gagner à domicile et le fait d'engranger des points, justement, ça va faire en sorte que les Revs, justement, soient comme un des contenders, si je le dis en anglais, là, soit un des contenders, justement, pour cette association Est, vu qu'ils ont montré beaucoup de profondeur, justement, et contre une équipe Atlanta qui est un peu plus fatiguée, justement, à cause de leur match en CONCACAF. Ils ont fait tourner quelques joueurs, mais dans l'ensemble, ils ont quand même montré beaucoup de caractère, justement, avec le but de Moreno et avec l'apport offensif de Barco. J'ai trouvé qu'on avait été un peu sévère sur le penalty. On vient de voir l'action à l'instant. C'est sûr que le joueur des Revs va se plaindre, mais si je regarde, moi je vois un jeu, en tout cas dans l'action, je l'ai trouvé un peu sévère. Sincèrement, je pense que ouais, mais il me semble qu'il l'accroche léger. Il me semble que c'est dans le match. Mais c'est parce que dans la boîte, dès que tu accroches le défenseur dans la boîte, c'est fini. Dès que tu accroches l'attaquant, excuse-moi, dans la boîte, c'est fini. Puis l'attaquant, il se laisse. Il se laisse tomber. Et puis et c'est souvent à l'avantage de l'attaquant. Et puis et c'est drôle, il y a eu comme un petit peu un controversé aussi, justement, sur le but des Revs, parce que le premier but des Revs, c'est sur pénalité aussi. Et puis, le deuxième. Le deuxième, excuse-moi, Buchanan, justement, au début de la boîte, Buchanan qui fait un petit pont au défenseur. On a été à la VAR. Oui. Oups. Pour voir que finalement, l'action, elle était limite des millimètres près, des millimètres très près. Et puis, vous l'avez si bien dit, on a vu un Revs très, 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 très rapide au niveau du ballon. Et puis, Buchanan aussi a eu 2-3 opportunités. Et puis, leur capitaine a très bien... On a vu un Bunbury qui revient tranquillement. Je pense qu'il revient de blessure. Donc, les Revs peuvent continuer à surprendre tout au long de l'année. Puis, Atlanta, qui est en difficulté un petit peu en ce moment, et puis avec les blessures, et puis à trouver le rythme. Vraiment, clairement. Le match maintenant, Orlando-Cincinnati, fallait pas être en retard et manquer le début. Parce que le premier but est arrivé assez tôt dans le match. On parle de 32 secondes, si je me trompe pas, avant qu'on ait le premier but. Et, quel match! C'était rapide. Hein? Ouais, vraiment. Rapide.
Ça démontre encore une fois l'une des lacunes principales de Cincinnati, c'est la défense, justement. Et le but, justement, de Teshwa Kindele, c'était sur une erreur défensive de Haglund. Encore une fois, Cincinnati qui va encore perdre à l'extérieur, mais encore une fois, c'est juste dommageable parce que si tu regardes dans l'ensemble du match, tu as Brenner qui a essayé d'amener un peu plus d'aspect offensif avec Locadia et même avec Barreal, le jeune Argentin. Mais ça fait du bien de voir Orlando marquer 4 buts et de voir Luis Nani encore une fois montrer ses qualités avec ce superbe but. Moi, je trouve que c'est le but de la semaine comparé à celui de Caden Clark. Ça me rappelle l'année dernière, bon point, Richard. Ça me rappelle justement l'année dernière comme quoi il avait fait le même genre de geste, mais pas contre la même équipe. Ça démontre encore une fois ce gars-là a beaucoup de qualité, même à un âge aussi vieillissant. Un âge aussi vieillissant. En ce moment, quand je regarde certains matchs de la MLS, puis je veux voir un peu d'ambiance, et s'il y a une place qui a de l'ambiance, c'est bien à Orlando City. Oui, assurément. Et puis, on voit aussi que l'équipe, regarde l'entraîneur aussi, il y a de l'émotion. On voit que l'équipe joue très bien à la maison. Et puis, l'ambiance emporte les joueurs. Et puis, on voit un Nani ressuscité sur le jeu. Il a tout fait là-dessus. C'est le Nano des beaux jours du Manchester United. Et puis, quel beau but du pied gauche et même pas son pied le plus fort droit. Et puis, défenseur a eu une petite leçon de comment que ça se passe dans la tête de Nani. Et puis, et c'était de toute beauté. Et puis, après ça, on a vu un T-Show qui a rajouté aussi en la 33e seconde. On a vu que tout de suite, Orlando a pris le contrôle du match. Donc, ils ont contrôlé du début jusqu'à la fin. Et puis, une belle victoire de 3-0. Et puis, ils envoient un message clair à toutes les équipes en ce moment. Qui vont être aspirants. Ouais, qui sont en business et puis que si vous venez à la maison, ben, ça va être ce genre d'ambiance que vous allez vivre. C'est ça, ça sera pas facile d'aller gagner là. Troisième but, ben, sans dire garbage goal, il était un petit peu plus cacophonique, je vais dire. Mais, somme toute, c'était donc un excellent match pour Orlando dans cette rencontre-là. Mais on devrait le voir dans quelques instants. À la 80e minute, le troisième but. Oui, c'est ça, exactement. Troisième but qui arrive, puis ça bouge pas mal dans la boîte. Fait que c'est... beaucoup de cafouillage aussi de la part de Cincinnati. Beaucoup de cafouillage, oui. C'est ça, tu le disais tantôt, Richard, il va falloir travailler très, très fort sur la défensive du côté de Cincinnati. Et... c'est clair, c'est évident. Mais là, moi, je veux parler un peu comme technicien. Parce que le premier but, c'est le cafouillage, justement, un des cafouillages que Richard parle, c'est à la 33e seconde du match. Donc, moi, je me demande aussi la préparation mentale de cette équipe-là. Et puis, est-ce que c'est une équipe qui est prête à compétitionner? Parce qu'on vient d'investir 15 millions sur Brenner. Et puis, ce n'est pas des résultats comme ça qu'on veut avoir après un investissement de 15 millions de dollars. Là. Ben non, et là, sur le but, je viens de remarquer, là, on voit clairement, là, ici, il y a deux joueurs qui sont laissés complètement seuls dans la boîte. Tout seul, ouais. Alors, regarde, on s'échange le ballon là, librement. C'est sûr que c'est facile, rendu là. C'est la défense qui accorde le plus de buts dans cette saison. Ils ont accordé 10 buts déjà en 3 matchs. 10 buts, c'est beaucoup, le même en 3 matchs. C'est énorme. Oui, c'est énorme. L'autre match qu'on surveillait, Philadelphie face à NICFC. José Martinez qui l'a échappé dans cette rencontre-là et qui s'est pris un rouge, donc n'a vraiment pas aidé la cause des siens dans cette rencontre-là, mais malgré tout, ils ont, sans dire, été chanceux. À 2-0, ils s'en sortent bien. Non seulement qu'ils s'en sortent bien, JF, José Martinez, inacceptable. Et les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, chose à ne jamais faire, ben, regardez le geste de Joseph Martinez sur le joueur. Et puis,
un geste inutile. Et puis j'ai trouvé aussi même, il a failli causer un peu l'Union dans les mêmes situations dans le match de CONCACAF, quand il y a eu un peu de chamaillage au milieu de terrain. Et puis je trouve qu'il a le sang très chaud et puis il met souvent son équipe dans des difficultés inutiles. Et puis qui a causé le match aujourd'hui, je crois, à Union. Aujourd'hui, c'est ça qui a causé le match à Union. Je sais pas. Son match de suspension va être en MLS ou en CONCACAF? Ça va être en MLS. Ça va être en MLS, mais sauf parce qu'il a aussi eu une carte jaune en CONCACAF, fait qu'il est aussi suspendu pour le prochain match, le prochain match de CONCACAF. Donc, il va être suspendu pour les prochains matchs sûrement 2 matchs, parce que ce geste-là, il va sûrement aller en appel. C'est ça, il va sûrement aller devant le comité de discipline. Comité de discipline, ça, exactement. C'était sharp, ce petit but-là. Oui, c'était sharp. Castellano, c'était très beau. Mais dans l'ensemble du match, si tu regardes du côté du NYCFC, au début de saison, on se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de renforts offensifs ni défensifs. Mais là, on a vu Castellanos, on a vu Jesus Medina, qui justement, lui, qui est arrivé il y a 2 ans du côté de NYCFC avec beaucoup d'attentes parce qu'on a payé beaucoup d'argent pour lui. Et on a vu un Maxi Morales, justement, qui a vraiment leadé cet apport offensif du côté de NYCFC. Puis ça fait du bien de voir ça parce que justement, l'appel criant de renfort était vraiment comme accentué du côté du coach. Et le fait de gagner à Philadelphie, qui est très difficile, ça fait vraiment du bien. Ça rapporte beaucoup de confiance du côté du NYCFC pour la suite des choses. Richard amène un bon point parce qu'à la 16e minute, NYC a repris le contrôle du match parce qu'ils avaient un joueur en plus. Et puis offensivement, 67% de possession de ballon et puis 23 tirs au but. Donc, ils ont vraiment complètement dominé le match. Et puis, après ce geste-là, je pense que ça a même sorti complètement l'équipe de Philadelphie mentalement dans le match. Je pense que oui. Timbers, Richard, ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Richard, c'est pour ça que tu n'étais pas trop de bonne humeur au début du show. Non, j'ai pas trop parlé parce que dès que tu as parlé des Timbers, je me suis dit, ça y est, j'ai changé. Ça y est. Mais oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais n'empêche que Dallas ont bien joué puis ça n'a pas été une victoire volée. C'est une victoire qui est méritée du côté de Dallas. On a vu beaucoup de flashs offensifs de la part de pas Pépi, mais j'ai oublié son nom. L'attaquant justement qu'on voit, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, Orban, je crois. Oui. Ouais, justement. Orban puis Eberson. Ouais, exactement. Puis là, ce but-là, c'est assez spécial parce que là, le gardien se ramasse avec une passe décisive et du gardien de but à aller jusque dans le but, il y a 2 touches de balle. Donc, on regarde là, une touche de balle, on parcourt le 3/4 du terrain. Là, il ne touche pas. 2e touche de balle au fond du filet. Passe décisive. C'est assez spectaculaire. C'est rare qu'on voit ça. Et un but dans les temps d'arrêt de jeu en plus. Elle a fait vraiment mal au Timbers, ce but-là. Et puis, je pense que c'était leur 2e gardien ou le 3e gardien qui jouait. C'était leur 3e gardien. C'était le 3e gardien? Ouais. C'est sûr que lorsqu'on dit que la MLS, quand on dit que la MLS, c'est kick and run, ça nous aide pas. Mais c'était un beau jeu. Là. C'est rare qu'on le voit bien réussi comme ça. Ouais, franchement, c'est très, très beau. Puis je pense que Portland, ils ont la tête ailleurs, on va pas se mentir, parce que le match contre Club America, c'était un match émotionnellement difficile, vu qu'ils sont allés chercher un but à la toute dernière minute de jeu en penalty grâce à Felipe Mora. Mais on a vu quelques actions justement avec Williamson et Valérie qui ont combiné ensemble pour inscrire un but de consolation. Mais vraiment, la tête des joueurs, c'est vraiment, ça va être mercredi que ça va se passer. Parce que déjà, c'est pas exclusif à Portland. Parce que quand je regarde ça, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, toutes les équipes qui évoluent en CONCACAF sont exclues des séries au moment où on se parle. Fait que c'est pas propre à Portland. Les 5 formations MLS qui sont en CONCACAF sont à l'extérieur du portrait des séries. Donc, c'est signe que je pense qu'on met l'emphase beaucoup plus sur la CONCACAF qu'on peut le mettre sur le championnat de la MLS en ce moment. Puis c'est normal. Et la saison est longue aussi.
C'est ça, exactement. Ils vont se rattraper peu importe. Là. Même si on a perdu contre Dallas 4-1, n'empêche que les joueurs vont pouvoir revenir justement avec Blanco qui est encore blessé et Bobby-C qui est un peu blessé. Les nombreux blessés qui sont sur la liste de Portland est assez longue, mais n'empêche que plus la saison va avancer, plus les gens vont revenir et plus ils vont engranger de points. Donc, il n'y a pas de stress à se faire. Manu qui affrontait Austin. Deuxième victoire Deuxième victoire de suite. Pour les Verts. C'est bon début de saison pour une équipe d'expansion et j'ai trouvé ça bon. Il y a un auditeur tantôt qui me disait, Mathieu, pour pas le nommer, sur les réseaux sociaux, qui me disait Minnesota, ils vont se battre avec pour la relégation. Ouais, ça n'a pas été facile, ouais, vraiment, là, parce que si tu regardes toute l'entièreté si tu regardes sur papier, Minnesota ont tous les atouts, mais vraiment tout le talent pour aller chercher soit une coupe, une MLS Cup. Mais moi, je pense que si ça continue comme ça, le coach va sauter parce qu'on s'entend très bien que Adrian Heath, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche, justement, avec ses nombreuses déclarations. Et je pense qu'avec une équipe comme ça qui est bien rodée offensivement, avec Abila, Reynoso, justement, qui connaît un très grand match, mais qui a raté beaucoup d'occasions, tout le blanc va être porté sur le coach. Et je pense que les joueurs doivent également répondre présent parce qu'avec les nombreuses infrastructures qui ont été mises de l'avant, les nombreux achats, les nombreux joueurs, les joueurs doivent aussi répondre de la bouche des canons, si on veut. Et Arius, à un moment donné, là, ça devient, pour Minnesota, ça devient mental. Là. Tu joues, tu n'as plus de confiance. Là. Tu cherches, puis c'est là qu'on manque des occasions. Ben, Richard amène un très bon point, puis et puis pour continuer sur le deuxième point que tu amènes, sur le côté mental, sur le côté confiance. Est-ce qu'on maintenant commence à ne plus croire au système ou à ce que le coach il dit dans le vestiaire? Parce que là, ça devient très fébrile, là, parce que déjà après 3 semaines, on n'a pas encore gagné un match. Et puis on le voit justement sur le langage corporel des joueurs. Et puis une chance qu'ils ont Sinclair dans les buts parce que sinon, ça serait encore plus difficile à digérer les défaites. Et puis, Abila, en parlant d'Abila, je me demande s'il est en forme, puis je me demande si toute l'équipe est en forme. Oui, c'est pas clair, c'est pas clair. il a l'air d'avoir un surpoids, il a de la misère à bouger sur le terrain. Et puis, ça va être difficile s'ils sont pas capables de trouver le fond du filet. C'est sûr, ça c'est définitif. Et il va falloir qu'ils trouvent comment est-ce qu'ils vont y arriver. Et une autre équipe qui devra trouver une solution, c'est DC United qui, derrière, là, il n'y a rien qui fonctionne. C'est sûr qu'on a eu des Quakes très solides hier, mais le gardien de but, selon moi, de DC United hier, là, ça le faisait pas. Non, vraiment pas du tout. Puis comme je l'ai mentionné durant les podcasts précédents, c'est une équipe de code bleu. N'empêche qu'avec le coach Losada, c'est lui qui amène beaucoup de passion et beaucoup d'encouragement de la part de ses joueurs. Mais tu te rends compte de la qualité de Chicago, de San Jose. Comme quoi, San Jose, ça peut être une équipe qui peut tellement bien jouer comme il peut tellement mal jouer. Et là, on a vu justement le but de Kate Cowell, un jeune joueur qui est très, très prometteur, qui, selon moi, va partir en Europe d'ici quelques jours. Quelques jours. C'est le Mbappé de la MLS. Mbappé de la MLS. Ouais, vraiment, physiquement, il a l'air d'un gars de 24 ans, même 25 ans. Mais dans l'ensemble du match, ça a été plus compliqué pour DC United. Tu voyais que l'écart offensif, l'écart de la qualité était très, très, très grand parce qu'il n'y avait pas beaucoup de qualité. N'empêche que Gressel et Flores amenaient beaucoup de flamèches, si on veut. Mais on oublie aussi que le but de Jackson Yule, parce que vraiment, ça, c'est un but, on va le voir justement sur l'action. Très beau but, c'est le troisième but, ouais. En une seule le deuxième but, ouais. C'était sec, c'était pur en plus. C'est très difficile de faire ce geste technique. Donc, ça démontre encore une fois comme quoi les Earthquakes sont très, très bons. Il y a beaucoup de profondeur, mais c'est un match qui a été bien mérité de la part de Almeida et ses hommes. Lui aussi, il aurait pu être en liste. Là. Je ne l'avais pas mis dans mon sondage, mais il aurait pu être finaliste au but de la semaine. Là. Je pense que définitivement, c'est tout un jeu. Mais les Quakes qui sont bien. Donc,
présentement. Les Quakes ils surprennent tout le monde. Et puis avec Cowell, avec Lopez, avec Jackson Hill, une équipe qui est super bien modelée en ce moment. Et puis sur le troisième but, moi c'est le troisième but, j'ai vraiment aimé le troisième but. L'espace, le ballon dans l'espace, et puis que Jackson Hill qui a eu le temps de faire la course dans le dos du défenseur pour finir. En tout cas, le capitaine a bien représenté, et puis on voit un San Jose qui est en premier rang dans l'Ouest, et puis je pense qui va surprendre beaucoup d'adversaires cette année. Je pense que oui, c'est définitif. L'autre match, c'est les anciens adversaires de CF Montréal. Du CF Montréal. Nashville qui affrontait Miami dans un match, je dirais pas sans histoire, mais un match qui se termine 0-0. Il y a eu quand même quelques bons flashs. Miami qui commence tranquillement, pas vite, à s'imposer. Mais contre un Nashville qui habituellement est très agressif, c'est quand même pas facile. Et faut lever le chapeau, je pense, à Miami, d'aller chercher d'accorder 0 but finalement à Nashville, c'est pas évident. Non seulement ça, vas-y Richard, non seulement ça. Non, vas-y. OK. Non seulement ça, GF, pour ceux qui ne savent pas, et puis je ne sais pas si vous savez, l'Inter en ce moment, les deux Higuaín n'étaient pas là, Robbie Robinson n'était pas là, Nico Figal n'était pas là. Et puis, Nashville n'a pas pu profiter de ces absences-là. Et puis, on voit que l'Inter Miami, pour une équipe d'expansion, ils ont de la profondeur. Puis, et tu l'as si bien dit, ils ont quand même réussi à empêcher Nashville de marquer. Et puis, ils sont allés chercher un gros point important, je pense. Ben c'est ça. Tantôt, on se demandait si le CF Montréal avait perdu 2 points ou s'il n'avait gagné un. Mais clairement, dans ce match-là, Miami a gagné 1 point. Là. Ouais, vraiment. Oui. Ouais, vraiment, parce que Nashville, on les a vus la semaine dernière. Ils sont capables d'aller chercher le momentum pour redonner un peu plus de souffle à leur équipe. Mais je pense que dans l'ensemble du match, l'Inter Miami se sont vraiment. Tactiquement, ça a été parfait parce que c'est sûr que concéder un but à Nashville et essayer de rattraper le score, c'est un peu plus compliqué parce que Nashville vont essayer de jouer un peu plus bas et d'avoir un bloc plutôt très défensif. Donc, c'est un peu plus compliqué. Justement, avec avec l'absence des frères Higuaín, justement, pour des raisons familiales et le fait que Pizarro soit à la pointe, ce qui n'est pas sa position naturelle, c'est un peu plus compliqué pour Miami. Donc, tactiquement parlant, ça a été plutôt satisfaisant pour eux. Je pense que oui, clairement. Si on regarde maintenant donc le classement, parce que là, il reste 2 matchs à jouer cette semaine. Seattle et LA, ça se passe à 21h. À 22h, les prochains adversaires du CF Montréal-Vancouver affrontent Colorado. Ouais. Donc, ça va être 2 matchs quand même intéressants à suivre. Et si on regarde rapidement comme ça le classement dans l'Est, les Revs sont premiers. NIC deuxième, Orlando troisième. Montréal qui fait quand même bien 4e après 3 rencontres. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est placé là, 4e après 3 rencontres, donc on va le prendre. Je vous ai dit que tous les clubs CONCACAF était à l'extérieur des séries. Je me suis trompé. Atlanta est dans le portrait, donc au 5e rang. Miami, 6e et le Red Bull au 7e rang. Donc ça, c'est le portrait des séries au moment où on se parle. C'est jeune, c'est très jeune. Ça va bouger amplement. San Jose, quelle formation, hein? Tu en parlais tantôt, Arius, premier rang. Je pense qu'ils surprennent définitivement tout le monde. Et je suis pas sûr que si au début de la saison, on aurait dit aux gens, nommez-moi après 3 matchs qui seront respectivement premier et deuxième. Il n'y aurait pas eu beaucoup de San Jose et Real Salt Lake. Non. Même Austin encore même Austin aussi. C'est ça, exactement. Puis Seattle est quand même, c'est ça, eux aussi dans le portrait des séries finalement. LAFC 5e et Dallas qui ferme cette match-là. Donc, on a des matchs quand même assez serrés, des classements assez serrés. Il n'y a qu'une seule équipe dans toute la MLS qui n'a pas encore engendré de points et c'est Minnesota. On en parlait tantôt. On va commencer à être impatient avec le coach. Oui, vraiment. Vraiment, tous les joueurs qui sont allés chercher, comme je l'ai mentionné tantôt, les joueurs qui sont allés chercher, les fans qui vont être un peu plus mécontents.
Là, vraiment, ils vont essayer de trouver le coupable, justement. Et c'est comme ça dans chaque sport, que ce soit au hockey, que ce soit au foot, que ce soit au baseball, au basket. C'est toujours le coach qui saute, malgré les performances des joueurs. Puis je pense que ça va prendre un second saut pour cette équipe parce qu'avec tout le talent qu'ils ont, je n'imagine même pas pourquoi ils sont derniers. Parce que c'est pas normal d'avoir autant de bons joueurs et finir dernier comme ça. Exactement, exactement. Mais écoute, ils vont sûrement trouver une solution rapidement. Justement, comme Richard dit, quand on a des bons joueurs, ben le coach peut pas aller faire le travail pour eux sur le vestiaire, sur le terrain, veut dire. Et puis, il suffit juste de se mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et puis essayer d'aller chercher des points après match. Mardi et mercredi, on aura des matchs en CONCACAF. Mardi, Philadelphie, Atlanta. Donc, ça, c'est le seul leg qu'on est sûr qu'il va y avoir une équipe MLS. Cruz Azul affronte Toronto également ce mardi. Mercredi, c'est CF Monterrey contre Columbus. Ça sera pas facile pour Columbus. Et Portland vont essayer de tout donner contre Club America, eux qui avaient quand même pas mal fait 2-2. Je pense que c'est un bon verdict. C'est 1-1 ou 2-2? 1-1. Ça a fini 1-1. 1-1 à Portland, America. Donc, quand même relativement bien. Et vendredi, on commence la 4e semaine en MLS. Et un des matchs qui va retenir mon attention, c'est le seul qui est à l'affiche vendredi. Il y a 4 semaines, je vous aurais dit que c'est un match qui m'intéresse pas, mais là, Real Salt Lake contre San Jose, ça part bien une semaine. C'est pour la première place. Ben, c'est ça, exactement. Ça part super bien, c'est ça. Fait que ça part bien. Dans les matchs qui risquent d'être intéressants cette semaine, c'est sûr qu'il y aura Vancouver-Montréal, duel canadien. On va suivre ça. LA Galaxy affronte LAFC. Donc, ça, c'est les deux équipes de LA. Je pense que ça va faire un excellent match. Miami-Atlanta, ça risque de ne pas être mauvais non plus. Et Portland-Seattle, si jamais les deux équipes réussissent à avoir un peu de jambes, c'est quand même deux bonnes formations MLS. Donc, ça devrait quand même être un excellent match. Oui, vraiment. Puis c'est un derby, justement. Donc, les derbys, ça va être un match chaudement disputé. Puis on sait à quel point les derbys, c'est important pour chaque joueur. Donc, ils vont être prêts à mouiller le maillot, que ce soit pour Portland ou que ce soit pour Seattle. Je m'attends à ce que les deux équipes soient vraiment dans l'action et même aller chercher les 3 points. Minnesota affronte Colorado. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher, vous pensez, un premier point au moins pour Minnesota? Non, j'espère que oui, parce que s'ils n'arrivent pas à gagner un quatrième match de suite, je pense que Adrian Heath, c'est bye-bye. Puis n'empêche qu'avec Reynoso qui amène beaucoup d'aspects offensifs, je pense que Minnesota n'a pas le choix de remporter ce match-là. Je pense que c'est un match à gagner, littéralement. Là. Oui, puis ils viennent de signer en plus un joueur qui arrive de Red Bull, Aziel. Donc, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, je voulais le mentionner. Puis, donc, peut-être ça va amener un peu d'énergie dans le vestiaire et puis essayer de changer un peu l'atmosphère et puis pour aller chercher un autre point parce que là, ils ont besoin d'un peu de changement aussi au niveau de l'alignement. Fait que quand c'est pas une formule gagnante, il faut trouver des solutions. Est-ce que vous avez vu la sortie, on va terminer avec ça, la sortie en règle de Caleb Porter contre l'arbitrage du côté de la CONCACAF suite au match de cette semaine en CONCACAF. Donc, Caleb Porter, j'ai pas la vidéo, j'ai pas le highlight, là, mais il était vraiment pas content. Non, il était pas content. Il disait que, si je résume bien, c'était par rapport à la faute sur Nagby ou Zardes, comme quoi le joueur l'avait accroché. Et Caleb Porter disait que ça aurait dû être une faute, mais ça n'a pas été signalé. Mais qu'on donne un carton jaune pour un joueur de Columbus qui a fait une faute, mais qui ne semblait pas être une faute. Et là, Porter s'est déchaîné devant les médias, comme quoi il disait que c'est ridicule, comme quoi la CONCACAF manquait un peu de respect, puis il manquait un peu plus de professionnalisme, justement. Et que la VRA devrait être mieux gérée parce que c'est pas bien géré. C'est à peu près ça. Est-ce qu'ils étaient au Mexique? Non, c'était à Columbus, justement. À Columbus, justement. Oui, le prochain match sera à Azteca. Mais c'est ça, j'ai de la misère un peu à me faire une tête là-dessus, à savoir est-ce que, sous le coup de l'émotion, Caleb Porter est un entraîneur frustré de la situation, puis, tu sais, on peut le comprendre parce que, tu sais, je comprends là, que le niveau de la VAR, là, il n'est pas satisfait, mais on s'entend,
on est au tout début de la VAR avec la CONCACAF. Je pense qu'il faut quand même, sans dire donner le bénéfice du doute, il faut laisser le temps à tout le monde de bien prendre son rôle à travers tout ça. Alors, je suis un peu mitigé à savoir si c'est une crisette de bacon de bébé gâté ou si le point est définitivement valable. Mais parce que je pense que effectivement, je pense pas l'arbitrage ait pris des mauvaises décisions. Je pense que quand on a appelé la faute, il y avait effectivement une faute. Mais tu sais, JF, moi, au début, qu'on voulait amener la VAR dans le jeu, je trouvais que ça venait un peu dénaturaliser un peu le jeu. Ça brise l'esprit du sport. Ça brise l'esprit un peu du sport parce que c'est rendu que des fois, ça met même l'officiel dans une position difficile. Parce que après, l'officiel, lui, il doit revenir sur sa décision quand lui-même, il avait 2 juges de ligne qui prend la même décision que lui au moment s'il y a un but ou il n'y a pas de but. Donc, à partir de là, si les 3 officiels ne sont pas capables de prendre une décision, puis on va au VAR, puis c'est la 4e, puis VAR devient la 4e décision, puis par la suite, le jugement doit venir encore de l'arbitre. Fait que là, ça vient de mettre beaucoup de doutes, là. Et qui prend la décision dans la VAR? Qui prend la décision finale? Si, par contre, là, un arbitre n'appelle pas une faute, là, on a vu des pénaltys se décerner là, suite à la VAR cette semaine en MLS, mais disons, l'arbitre, lui, il juge que il l'a vu la faute, mais il la décerne pas parce qu'il fait partie du jeu, puis il juge que faut laisser jouer. Mais là, visiblement, c'est pas l'arbitre qui fait appel à la VAR. Souvent, on entend, là, regarde dans mon oreille, on me dit, je m'en vais à la VAR. Fait que là, il va à la VAR, mais est-ce que c'est lui qui prend la décision finale de dire, OK, oui, il y a péno, ou si c'est le gars à l'autre bout qui dit, là, finalement, tu vas donner le péno? Encore là, c'est dur à dire parce que même dans l'oreillette, t'entends des fois les gars qui disent ah, c'est un penalty, mais des fois, c'est l'arbitre qui doit vraiment trancher, qui doit faire le libre arbitre. Mais si j'étais l'arbitre, moi, j'aurais clairement comme donné un penalty ou j'aurais comme dicté l'allure du match. Parce que c'est sûr que la VAR, ça aide justement à amener une décision un peu plus éclairée. Mais c'est l'arbitre au final qui doit comme prendre la décision finale à savoir si c'est un penalty ou non. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de gestion rendue là. La dernière décision revient souvent à l'arbitre, mais encore là... Il faut en tout cas qu'elle revienne à l'arbitre, parce que si l'arbitre, lui, c'est lui qui est sur le terrain. Fait que si il y a quelqu'un qui arbitre à sa place avec un moniteur, ben rendu là, enlever l'arbitre. Ouais, ça sert à rien. C'est sûr, mais il n'empêche que l'arbitre avait déjà pris une décision ou n'a pas pu une décision par rapport à une action, et là, il doit revenir sur sa décision. N'empêche que c'est pas tout le temps la bonne décision qu'il prend l'arbitre. Donc, on le met moi, je trouve qu'on met souvent l'arbitre, l'officiel, dans une situation qui est difficile. Et puis, ça revient toujours, dans des situations comme ça, on blâme toujours l'arbitre, puis on sait que ça revient toujours, c'est la faute de l'arbitre. C'est vrai qu'il y a des mauvais arbitres, puis c'est vrai qu'il y a des arbitres qui sont super bons aussi, mais comme des entraîneurs qui doivent contrôler un peu leurs émotions. Je ne suis pas un fan d'arbitre, mais c'est important de contrôler ses émotions, puis de dire, l'arbitre reste que c'est un être humain quand même, là. Ben oui, et à un moment donné, moi, je pense que c'est l'arbitre qui devrait, mon point de vue personnel, c'est l'arbitre qui devrait faire appel à la VAR. Tu sais, si il y a un jeu en avant du but, puis là, on dit, hey, il y avait une main, bon, ben ça, si l'arbitre dit consciemment, j'ai pas vu le jeu, il y avait beaucoup de circulation, je vais aller consulter la VAR, mais là, je suis à l'aise avec ça. Mais quand l'arbitre voit le jeu, prend une décision, puis que là, on lui dit dans l'oreille, hey, tu t'es trompé. Ça marche pas. là, ça marche plus, parce que là, tu viens de dénaturer un peu le jeu, parce que l'arbitre lui-même, il a vu quelque chose d'autre, il a pris la décision. OK, il a fait une erreur, mais il a pris la décision. Combien de matchs, moi, je me souviens combien de matchs que dans ma vie, j'ai perdu, puis il y a des matchs importants que j'ai perdus parce que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision, selon moi ou selon nous. Donc, ça arrive tout le temps, ça fait partie du jeu, puis on vit avec ça, on doit vivre avec ça.
Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Mais ça devrait être comme ça. Ça fait déjà le tour. Déjà le tour. Yes. Ça passe vite, hein? Trop vite. Ça s'en vient vraiment plaisant. Donc, merci à tous les auditeurs d'avoir été des nôtres ce soir pour cet 8e épisode déjà du MLS Franco. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour analyser donc semaine 4. Voir justement Montréal, comment est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'on va bouger l'effectif? Mais j'ai hâte de voir également comment vont se comporter les équipes qui ont évolué en CONCACAF, qui vont tranquillement pas vite là, se remettre focus pour la saison MLS, ou du moins ceux qui poursuivront pas en CONCACAF. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc merci les boys, merci Richard, merci Arius. Merci à toi, merci Arius. Merci à toi, Richard. Puis moi, je pense qu'à partir de semaine 10, on va commencer à dire qui vont être dans les top 8 là, de chaque section. Ouais, section. Tranquillement, pas vite, là, on va commencer à avoir un portrait quand même qui reflète là, qu'est-ce que va avoir là la saison. Exactement. J'aimerais juste faire un petit commentaire par rapport à la semaine prochaine. Attention à Portland. Je sais que c'est mon équipe, mais les joueurs vont revenir. Attention à Portland, Richard. Je m'attends à ce que, parce que je sais que Olympia ont déjà gagné au Azteca, ce qui est un match, ce qui est un endroit très mythique au Mexique, qui est très dur à gagner. Mais déjà là, le fait que Olympia ait gagné là-bas, ça veut dire qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir pour mon équipe, mais je m'attends à ce que Portland sorte un bon résultat. Moi aussi, je m'attends à ça. Moi aussi. Moi, je pense que s'il y a une équipe là, qui est capable de passer présentement, c'est Timber. Je pense que Toronto sont loin un peu. Ça va être difficile. Après ça, là, l'autre... Columbus Monterrey, c'est pas fait. Hein? Eux autres aussi, c'est une bonne formation. Ils vont jouer à Azteca, eux autres aussi, je pense. Là. Les deux matchs sont à Azteca, je pense. Non. En fait, Club América joue à leur stade officiel, qui est le Azteca, mais je pense que Monterrey joue à leur propre domicile. Je connais pas le nom, mais c'est pas l'Azteca, par contre. OK, good. C'est Cruz Azul, excuse. Cruz Azul qui joue à Azteca comme Club América. Donc, Toronto est à Azteca mardi et Portland est à Azteca mercredi. Puis, c'est ça. Monterrey sont au Estadio BBVA Ben Comer, tandis que, bon, en MLS, on est au Subaru Park. Mais ça va faire la job, Hey, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, guys. Bye bye. Bonne semaine. Bye bye. Merci aux auditeurs.